Bonjour, cette vidéo présente les différents comportements dans le régime transitoire d'un système du second ordre, donc en fonction des entrées classiques. Ce que l'on appelle un système du second ordre est donc un système dont le comportement est décrit par une équation différentielle du second ordre. Donc on voit ici une équation du second ordre où l'on voit bien donc une dérivée seconde de notre sortie en fonction du temps, ainsi qu'une dérivée première de notre sortie en fonction du temps, le tout exprimé en fonction de notre entrée E de t. Si l'on passe dans le domaine de Laplace, on pourra donc définir une fonction de transfert que l'on mettra sous forme canonique ici et qui nous permettra d'identifier trois paramètres de notre fonction de transfert et donc du comportement de notre système qui sont le gain statique K, oméga n que l'on appelle la pulsation propre non amortie et Z ou zeta que l'on appelle le coefficient d'amortissement réduit. En connaissant ces trois paramètres, on pourra facilement décrire le comportement de notre système suivant différentes entrées. La première chose à faire lorsqu'on étudie un système du second ordre est d'étudier les pôles de notre fonction de transfert. Donc les pôles de la fonction de transfert sont donc les zéros du dénominateur de cette fonction de transfert, donc du polynôme suivant oméga n carré plus 2z oméga np plus p carré. Si on calcule ce que l'on appelle le discriminant réduit, on obtient delta prime qui va s'exprimer donc en fonction de oméga n carré z carré moins 1. On se rend compte que le signe de ce discriminant va dépendre de la valeur de z. Ainsi, si z est plus grand que 1, le discriminant sera positif. Si z est plus petit que 1, le discriminant sera négatif. Donc, les trois cas seront donc à considérer. Dans le cas où z est plus grand que 1, on a un discriminant positif. Alors, les racines seront deux racines réelles négatives qui sont écrites ici. Dans le cas où z égale 1, on aura une racine réelle double. Et dans le cas où z est plus petit que 1, on aura des racines complexes conjuguées dont les parties réelles sont négatives. Suivant donc ces trois cas de figure, donc en fonction donc des racines de notre polynôme et donc des pôles de notre fonction de transfert, on va observer des comportements différents dans le régime transitoire. On va ici s'intéresser uniquement à la réponse indicielle d'un système du second ordre, c'est-à-dire la réponse à un échelon. Donc si on met en entrée un échelon, donc dont la transformée de Laplace est A sur P, dans le domaine de Laplace, notre sortie va s'exprimer ainsi. Donc notre fonction de transfert fois A sur P. On peut tout d'abord remarquer que la valeur, donc dans les conditions d'Heaviside, de S à l'instant 0 sera égale à 0. Que la dérivée à l'instant initial sera elle aussi égale à 0. Ce qui va nous permettre de dire que la tangente à l'origine de la réponse à un échelon d'un système de second ordre sera horizontale. Donc ça c'est important puisque ça nous permettra de différencier le comportement d'un système de second ordre par rapport à un système du premier ordre. Et ensuite, si on utilise le terme de la valeur finale, on se rend compte que la valeur finale de notre sortie sera égale à K fois A, c'est-à-dire le gain statique fois l'amplitude de notre échelon. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important et qu'on a déjà remarqué sur un système du premier ordre. Et on pourrait donc extrapoler ce résultat sur n'importe quel système, donc peu importe son ordre, mais si on le met sous forme canonique, le régime permanent dépendra uniquement de l'amplitude de l'échelon et du gain statique. Donc pour une réponse indicielle, le régime établi ne dépend que du gain statique. Donc c'est-à-dire que le coefficient d'amortissement et la pulsation propre n'auront pas d'influence. Et contrairement à un système du premier ordre, la tangente à l'origine est de pente nulle. Donc ces deux grandeurs sont importantes.
Ensuite, pour le régime transitoire, il va donc falloir s'intéresser au pôle de la fonction de transfert. Dans le cas où le coefficient d'amortissement est supérieur à 1, donc dans le cas où ces pôles seront réels, on aura ce qu'on appelle un régime apériodique. On pourra écrire notre fonction de transfert sous la forme, donc au dénominateur, d'un produit de deux fonctions du premier ordre. La réponse temporelle, si on fait une décomposition en éléments simples et qu'on repasse dans le régime temporel, s'écrira sous cette forme-là. Et on obtiendra donc une allure de notre réponse à un échelon de cette forme-là. Et on remarquera tout d'abord qu'à l'origine, on a une tangente horizontale nulle, qu'on tend vers une valeur finale qui est égale à k fois a. Et en fonction ensuite de zeta, ou du petit z, on aura un temps de réponse plus ou moins important. Donc plus le coefficient d'amortissement sera important, plus le temps de réponse sera important. Et puis plus le coefficient d'amortissement sera petit, plus notre réponse va se redresser. Dans le cas où on a deux racines réelles, enfin une double racine réelle, donc dans le cas où z est égal à 1, on est dans le régime que l'on appelle critique. On va pouvoir écrire notre réponse sous la forme d'un premier ordre au carré, et la réponse dans le domaine temporel s'écrira sous cette forme-là. On obtiendra donc une réponse qui ressemble très fortement au cas du régime apériodique, avec toujours une tangente horizontale nulle, une valeur finale vers Ka, et on remarquera que le temps de réponse sera plus faible que dans le cas Z supérieur à 1, et on n'aura tout de même pas de dépassement. Dans le cas où le coefficient d'amortissement est plus petit que 1, on aura ce que l'on appelle un régime oscillatoire. On ne pourra pas simplifier donc l'écriture de notre fonction de transfert, et l'écriture dans le domaine temporel de notre réponse va s'exprimer avec un sinus ici, qui est un sinus amorti, avec une exponentielle ici négative. Alors on voit dans ce sinus un petit déphasage ici, avec une pulsation qui est donc pas notre pulsation non amortie, mais une pulsation qui dépend à la fois d'oméga n et de z carré. L'allure de la réponse va avoir cette allure-là, avec toujours une tangente à l'horizontale nulle, mais avec des dépassements par rapport à notre valeur finale. Alors notre valeur finale qui est toujours égale à k fois a, et donc des oscillations avec notre sinus qui est amorti, et donc avec ici une enveloppe avec notre exponentielle négative. Donc suivant la valeur de notre z, les dépassements seront plus ou moins importants, et donc le temps de réponse à 5% risque d'être très long si les dépassements sont importants. Donc jusqu'à ce qu'on rentre dans notre bande donc de 5% de notre valeur finale. Donc pour caractériser le comportement d'un système de second ordre en régime oscillatoire, on utilise parfois un critère lié à au premier dépassement, donc au dépassement le plus important. Donc le premier dépassement, si on fait le calcul, on obtiendra sa valeur qui sera donc égale à Ka, donc notre valeur finale, fois exponentielle de moins pi z racine de 1 moins z carré. Il sera obtenu pour T1 égale à pi sur oméga n facteur de racine de 1 moins z carré. On parle généralement de dépassement plutôt en pourcentage de la valeur finale, donc pour avoir une valeur relative à la valeur finale, donc en divisant le premier dépassement par notre valeur finale et en multipliant par 100 pour passer en pourcentage. On voit ici l'évolution de notre réponse d'un second ordre en fonction donc de l'évolution d'un coefficient d'amortissement. Donc au début on part avec un coefficient d'amortissement supérieur à 1. On se rend compte que plus on se rapproche de 1, plus le temps de réponse est faible. Et quand on dépasse,
enfin quand on passe en dessous de z égale 1, on ne voit apparaître des dépassements. Et plus z est petit, plus les dépassements seront importants. Donc moins notre système est amorti, plus les dépassements sont importants. Et donc on voit que le temps de réponse à 5% diminue avec z. Puis quand on arrive avec des z trop petits, le temps de réponse augmente à nouveau. Donc on voit ici l'évolution de la forme en fonction de zeta. Donc pour zeta supérieur à 1,5, on voit un système très amorti. Pour z égale 1, on est en régime critique, donc pas de dépassement, mais le temps de réponse le plus court possible. Pour zeta égale 0,7, alors ça c'est quelque chose qui est important puisque c'est en fait le temps de réponse le plus rapide qu'on va obtenir. Et pour zeta égale 0,5, on voit qu'on a un dépassement plus important et donc un temps de réponse plus faible, plus grand, pardon. Et pour zeta égale 0,2, on voit apparaître beaucoup de dépassements et donc un temps de réponse assez important. Donc il faut bien retenir que le temps de réponse à 5% est le plus rapide pour zeta égale 0,7. Donc suivant les critères des cahiers des charges qu'on va voir, on aura généralement à choisir et donc à paramétrer notre système pour avoir un coefficient d'amortissement soit égal à 1 pour avoir un temps de réponse le plus faible possible sans dépassement, soit égal à 0,7 pour avoir le temps de réponse le plus rapide, mais dans ce cas-là, il faut bien comprendre qu'on aura un dépassement. Donc par exemple, si on se place dans le cas d'un régulateur de vitesse sur une voiture, on peut éventuellement se dire que si on règle notre vitesse à 130 km/h, on peut avoir un petit dépassement et donc régler notre amortissement à z égale 0,7. Dans ce cas-là, on aura un petit dépassement, mais on aura le temps de réponse le plus rapide possible. Mais dans le cas, par exemple, de l'asservissement d'une machine à commande numérique, donc d'usinage, pour régler la position de notre outil, il ne faudra surtout pas de dépassement, parce que dans ce cas-là, notre outil ira trop loin et reviendra en arrière. Et donc là, on essaiera de régler l'amortissement à zeta égale 1. On voit sur ce graphe l'évolution de la réponse donc transitoire d'un système de second ordre en fonction de la pulsation. Donc on voit que les périodes des oscillations vont dépendre de oméga n. Donc on voit que plus oméga n est petit, plus la période est importante, et plus oméga n est grande, plus la période sera faible. Enfin, ou la pseudo-période plutôt des oscillations. Ici on voit une ABAC qui va nous permettre de déterminer sans calcul le temps de réponse réduit d'un système du second ordre en fonction du coefficient d'amortissement. Alors, ce qu'on appelle le temps de réponse réduit, c'est le temps de réponse à 5% multiplié par oméga 0. Donc c'est une ABAC qui va nous permettre donc, de connaître le temps de réponse à 5% pour n'importe quel système du second ordre, puisque il suffira de connaître oméga 0 pour déterminer le temps de réponse à 5%. Deux valeurs sont à connaître. La valeur pour z égale 0,7, on trouve un temps de réponse réduit qui est à peu près égal à 3. Et la valeur pour z égale 1, où on trouve un temps de réponse réduit qui est à peu près égal à 5. Donc si vous connaissez ces deux valeurs-là, vu que l'on travaillera généralement sur des systèmes où on cherchera à avoir un z égale à 0,7 ou un z égale à 1, vous pourrez facilement déterminer le temps de réponse à 5% avec ces valeurs 3 et 5 en connaissant la pseudo-pulsation de votre système. Cette ABAC-là est utile pour déterminer les dépassements en régime transitoire d'un système de second ordre. Donc attention, c'est les dépassements en pourcentage de la valeur finale. Donc vous avez différentes courbes qui correspondent aux différents dépassements. Donc ici la première courbe qui définit le premier dépassement, puis le second, puis le troisième, et ainsi de suite. Et donc vous avez le dépassement en pourcentage de la valeur finale en fonction du coefficient d'amortissement.
Donc on voit bien que pour z supérieur à 1, on n'aura pas de dépassement. Et donc si vous avez par exemple un coefficient d'avortissement égal à 0,5, vous placez ici, vous montez ici, le premier dépassement sera de l'ordre de 0, alors ici peut-être 0,17, donc à peu près 17% de la valeur finale. Voilà, c'est tout pour l'étude des systèmes du second ordre en régime transitoire. Alors il est bien important de comprendre que la plupart des systèmes que l'on va utiliser, nous les modéliserons par des systèmes du premier ordre ou des second ordre, mais ce seront des modèles puisque généralement les systèmes réels auront beaucoup d'ordres en plus. Donc ce seront peut-être des systèmes du cinquième ordre, mais qu'on modélisera pour simplifier nos études par des systèmes du second ordre. Et ces simplifications se justifieront généralement facilement en étudiant leur comportement.